Salut les amis merveilleux, salut les amis merveilleuses. Pourquoi merveille, pourquoi merveilleuse? Parce que c'est Monsieur Adrien Martineau de la journée merveilleuse, de la journée des merveilles, de Days of Wonder qu'on accueille. Bonjour Adrien. Alors bonjour Guillaume, moi je vois que tu as préparé ton intro. Vu Moi j'ai pas préparé la mienne donc m'attends pas sur ce point-là. Tout est écrit et tout. D'accord. On est en direct du Festival international des Jeux de Cannes, deuxième jour, et on va essayer de faire un petit récap sur une grosse sortie, un beau prix autour de Five Tribes, chez vous, chez Days of Wonder. Alors, ce prix, heureux? Ah bah oui, heureux forcément quoi. Parce qu'en plus tu sais très bien que nous on sort pas beaucoup de jeux. Oui. Ah, bah alors donc effectivement il y en a qui marchent pas, d'autres qui marchent. C'est vrai que du côté quand ça marche, Quand tu dis il y en a qui ne marchent pas, c'est vrai ou? chaque éditeur a des jeux qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Donc Oui, on a mais eu qui des marchent moins bien. Ah oui, voilà, d'accord. donc on a eu des sorties. Ok. Tu vois, je reviens un peu, tu vois, sur par exemple Relic Runner, qui n'a pas forcément été un succès, sur d'autres jeux. Donc après, on alterne un petit peu. Heureusement, on a eu Small World, tu vois, il y a 4-5 ans. On a toujours Aventuré du Rail qui continue à très bien marcher, des extensions, tout ça. Puis là, avec Five Tribes qu'on a sorti il y a à peine, c'était un peu avant Aston, donc c'était il y a 6 mois. C'est d'abord un nouveau jeu qui se met à marcher, du coup, qui est le Trick Track d'or, qui a les Golden Geeks. Voilà, qui a eu les Golden Geeks, qui a eu maintenant le L'As d'or Grand Prix. Ça fait plaisir quoi, tu vois. Voilà, ça remotive pour la suite. Ça remotive mais à mort quoi. Enfin, c'est un peu la reconnaissance tu vois, du milieu et tout, c'est super plaisant, ça fait un bien fou quoi. Donc ouais, on est super heureux quoi. Je reprends un tout petit peu, alors c'est peut-être trop curieux, mais quand tu dis pour des jeux, ils marchent moins bien, est-ce que c'est parce qu'on se dit, alors forcément on y croit, j'imagine que si on édite un jeu, c'est une lapalissade, c'est parce qu'on y a cru, voilà. Ah oui. Ouais. Mais est-ce qu'on dit, ah ça marche pas parce qu'on a pensé que ça allait marcher à ce niveau-là et en fait, ça marchote, mais on aurait pu dire, non mais c'est déjà pas mal, ou non vraiment, il y a un moment où on se dit, laisse tomber, on y a cru, ça n'a pas marché. Alors, c'est le niveau qu'on s'est fixé ou pas? Pour confirmer ta première impression, ouais, quand tu sors un jeu, t'y crois. C'est évident que si tu prends le temps de faire cet effort-là, de trouver le jeu, de faire tout le boulot graphique, de réglage, et puis le boulot de promotion qui est maintenant extrêmement important. Clairement. D'aller voir les distributeurs, d'aller voir les boutiques, de faire tourner le jeu dans les salons. Donc ça demande un investissement qui est extrêmement important. Donc ouais, quand tu as un jeu, quand tu as un projet, tu y crois, tu vas jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, tu dis c'est bon, ça va prendre quoi. Et puis effectivement, alors t'as pas des attentes chiffrées quoi. C'est impossible de dire celui-là, je pense qu'on va vendre tant de milliers, quoi, tu vois. Mais c'est pas là. Non, mais très rapidement, et ça c'est un peu grâce ou à cause selon un peu de la pièce, tu vois la chose, mais des retours, maintenant ça va très vite. C'est-à-dire que dès que tu montes le jeu, tu vas avoir des retours sur internet, les gens qui ont joué, qui ont commencé à commenter. Tu vas commencer à le montrer aux boutiques, aux gens dans les boutiques, un petit peu avant, les gens, tout de suite tu vas avoir des retours. Donc très rapidement, tu vas savoir si la sauce va prendre ou pas. Tu vois, je reprends. Exactement sur Five Tribes, Bruno a fait une série d'articles très intéressantes justement qu'on a publié sur Trick Track, qui était très chouette. Les auteurs étaient très bien. Il a fait tourner le jeu beaucoup dans les salons. On a fait des journées, des événements dans les boutiques jusqu'à un mois avant la sortie du jeu. On l'avait à Paris Ludique qui était 2-3 mois avant la sortie. Et voilà, et là tu commences à sentir, tu vois, il y a cette sortie en place, genre c'est super et tout machin. Donc très vite, tu arrives à confirmer si le jeu va marcher ou ne pas marcher. Et quelque part, c'est un peu blanc ou noir, j'ai envie de dire quoi, tu vois. Maintenant, c'est fini le temps du bon, il a quand même fait son 3000, 5000, bon, non, peu importe les numéros. Mais maintenant, c'est vraiment boom ou boom. Je pense que les éditeurs t'en parleront beaucoup, tu as cette notion de premier tirage. À quelle vitesse tu vas épuiser ton premier tirage? Si tu épuises ton premier tirage, et quel que soit le volume, c'est pas un problème. Si tu as un tirage, qu'est-ce que tu penses qu'est la quantité nécessaire pour implanter ton jeu et commencer? Si tu vends ton tirage en un mois, 2 mois, tu dis c'est bon, c'est un succès parce que rapidement tu peux retirer. Si au bout de 6 mois, 1 an, tu n'as pas relié ton tirage, c'est bon aussi. Voilà, tu sais que. Et en plus, notamment, tu sais que généralement, les premiers mois vont être les meilleurs. Si ça prend 1 an, si tu veux, pour écouler ce stock-là, tu dis que faire un tirage derrière, c'est pas la peine. Ça n'a pas de sens. J'ai appris, alors est-ce que c'est confirmé, est-ce qu'on peut le confirmer, qu'il y avait une espèce d'estimation à double entrée, justement par rapport à cette bonne implantation du jeu, qui était de dire, bon alors, combien est-ce que de boîtes sont parties en magasin à la première implantation? Hop, première notion. Et combien de temps se passe entre cette première implantation
et une première demande de réassort. Et en fait, c'est comme si cette double indication-là te disait « Ah ben, ça a pris beaucoup de temps, on en avait beaucoup, mais ça a pris beaucoup de temps avant le réassort. Donc les gens y croyaient, mais au final, c'est pas parti vite. Ah, donc ben, voilà. » Ou enfin voilà, comme s'il y avait un espèce de double entrée en grille de lecture. Ben, voilà, de fait, implanter beaucoup de jeux, c'est-à-dire vendre beaucoup de jeux aux boutiques au moment de la mise en vente, c'est très bien, c'est un succès. Après, si les gens dans les boutiques ne vont pas acheter les jeux, c'est un problème, quoi. Voilà. Tu vois, Oui. et tu peux implanter genre 1500 jeux, 2000 jeux, et tu te rends compte qu'effectivement, les 500 jeux d'après, tu vas mettre 4 mois ou 5 mois à les vendre. Si les gens ne sont pas allés dans la boutique d'acheter. C'est terrible. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, on a tendance à être assez conservateurs, tu vois, à dire voilà, on préfère pas faire un tirage, tu vois, mirobolant, avoir une belle implantation, les gens achètent le jeu, et puis derrière permettre de retirer facilement le jeu. Nous, on peut retirer assez facilement, assez rapidement. Un jeu comme Five Tribes, il est fabriqué en Allemagne, ça prend 2 mois de fabrication, la livraison, voilà, c'est une semaine entre chez le fabricant et c'est dans les boutiques. Tu as quelle fenêtre de temps en disant ah oui, là c'est en train de partir, c'est maintenant qu'il faut appuyer, sinon on va connaître une rupture de stock. Il y a des petits trucs qui va par exemple sur un jeu comme Five Tribes, il y a beaucoup de pions en bois, de meeples en bois. Et ce qui fait que ça donne un délai un peu plus important parce que c'est un sous-traitant du fabricant. Ah, d'accord. Voilà, et quand tu lui commandes, je sais pas, 20 000 boîtes fois 90 meeples en bois, voilà, le mec tu sais il va couper toute la forêt noire tout le week-end, tu vois. Et donc du coup, voilà, ça prend un peu plus de temps. Il va falloir le temps. Voilà. Après, sur un jeu comme Aventurer du Rail, on est beaucoup plus rapide parce qu'on a des stocks de trains qui sont prêts. Donc on a des tirages qui sont beaucoup plus rapides derrière, quoi. Un truc comme Five Tribes, on compte quelque part, on compte 2 mois, 2 mois et demi. Sur un gros tirage, quoi. Mais on a des techniques, c'est-à-dire qu'on peut dire au fabricant, tiens, commande le bois d'avance. Le jeu marche bien, commande du bois d'avance, par exemple, tu vois. Et donc du coup, ce poste-là qui est le plus long, on le travaille là-dessus. On va revenir un petit peu sur Five Tribes. Il y a eu parfois des questionnements, des interrogations en disant alors oui, en Allemagne, ils ont le Spiel. Le Spiel, effectivement, c'est automatiquement derrière un x pour la vente. Et bien malgré tout, ce n'est pour l'instant qu'un avis personnel et du coup je me permets de te poser la question. Five Tribes, le prix, on a l'impression que quand même l'As d'or jeu de l'année est en train, alors c'est pas ces proportions-là, mais est-ce que oui, ce prix est en train de devenir un promoteur du jeu en lui-même, des jeux en général, mais du jeu qui a été promu? Alors oui, et je pense qu'il y a une vraie différence entre la situation de l'As d'or aujourd'hui en France et du Spiel. C'est qu'aujourd'hui, le Spiel, de par son importance et son historique, alors tu vas peut-être me corriger, mais ça fait 30 ans que le prix existe, oui, quasi, 30, certainement, un truc comme ça. C'est tellement une institution que le marché du jeu allemand, c'est maintenant articulé autour du Spiel. Autour de ça. Bien sûr, et tu vois que tous les gros éditeurs ont leurs nouveautés qui sont prêtes, tu vois. Ça, c'est le côté historique. Et voilà, et de fait, l'effet que ça a, c'est que je pense que du coup, les ventes sont assez faibles en amont du Spiel parce que tout le monde attend. Tout le monde attend. Si tu veux. Et boum, c'est énorme. Oui, c'est comme ça. Tu vois. Et en France, on n'a pas cette architecture. C'est-à-dire que Cannes, d'autant que le festival du jeu maintenant est important parce que les gens amènent des nouveautés, il y a des exclus, il y a des gens qui ont des protos. C'est important. L'As d'or ne polarise pas, ne façonne pas le marché de cette manière-là. Donc il devient de plus important chaque année et on sent. La cérémonie était blindée, il y avait un monde incroyable jeudi soir. Les gens en parlent. Le fait qu'il y ait des débats sur Trek et tout, ça a un intérêt. Les gens font des pronostics. Tu vois, donc ça montre quelque chose. Moi j'ai beaucoup de boutiques qui me disent oui, alors non, c'est pratique parce que du coup, quand on a l'As d'or, on met le jeu un peu plus en avant dans la vitrine, sur un étalage. Donc ça joue. Voilà, donc ça joue. Et je pense que clairement la situation n'est plus la même qu'il y a 5 ans, voire 15 ans. C'est en train de prendre. Il y a encore du chemin à faire. Il y a toujours l'angle de la presse. Voilà. Comment on fait d'avoir ce petit logo sur ta boîte va faire derrière la presse un intérêt de la presse qui pour l'instant est encore un petit peu hésitant. Exactement. Voilà, exactement. Et après, timide. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, un prix comme l'As d'or, tu vois que les prix qui dans les jeux dominés, c'est déjà sur des très bons jeux, donc c'est déjà a priori des jeux qui marchent avant. Donc ça va peut-être booster cet effet-là, mais c'est pas vraiment un révélateur. C'est-à-dire que la plupart des jeux, je trouve qu'on a dans cette sélection-là, sont des jeux qui ont été reconnus comme étant bons par la communauté au moins. Voilà, exactement. Oui, je comprends. Mais je pense que ça va venir. Tu vois, ça va venir. Est-ce que alors là, je suis en train de me dire que j'ai un trou complet, donc tant pis, je vais poser la question directe. Est-ce qu'il y a la suite d'annoncer pour Days of Wonder? C'est-à-dire que Five Tribes, il va certainement du coup être retiré. On avait même une question sur Five Tribes. En termes de vente, actuellement, grosso modo, c'est combien? Il va y avoir retirage, c'est un retirage à combien? Donc, bon, ça, c'est l'actualité. On en est à combien sur Five Tribes, si on a le droit de le dire? Alors,
tout confondu, on doit être sur des volumes qui sont sur les 30, 50, quelque chose comme ça dans le monde. Ouais, 30. Et du coup, avec retirage prévu. Mais on a des retirages en permanence. Les gens ne le voient pas, mais on retire. Enfin, on a le jeu, on a un 3e tirage là, qui est déjà en cours. Donc on a fait un tirage qui était en septembre. Ouais. Et en fait, les jeux qui étaient en boutique à Noël, c'est déjà un second tirage. Donc on a un 3e qui arrive, sur lequel on aura le logo du Trick Track d'or. Yes. Voilà, tu vois. Yes. Donc voilà. Merci Adrien. Ça va arriver. On est en train de décaler, voir si donc, on peut avec mettre le logo. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est en train de décaler pour voir si on peut passer ça. D'accord. Mais voilà, les jeux, il y a des tirages en permanence, il y a des petites corrections. On corrige un peu les règles. Il y aura une petite correction rigolote dans la boîte qui fait que les Américains seront moins énervés contre nous. Ah, parce qu'il y avait. On a enlevé les esclaves. Sérieux? Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Alors ça devient des fakirs. Des fakirs. Des fakirs, des charmeurs de serpents, si tu veux. Ça, c'est la folie. Parce qu'effectivement, ça ne passerait pas, ça ne passera pas aux États-Unis. Au début, on est parti avec des esclaves et on s'est dit, on risque d'avoir un problème aux États-Unis. On s'en fout. On y va, il y a des esclaves dans les milieux de nuit, il n'y a pas de raison d'avoir de problème. Et le jeu est sorti, et il y a eu beaucoup de sujets sur le geek, alors des sujets fleuves, et dès que ça se fermait, les mecs en ouvraient un autre, et ça n'arrêtait pas. Et on s'est dit, les mecs nous enquiquinent, pour être polis, on y va. Et en fait, au bout d'un moment, tu dis que le jeu fonctionne, le jeu commence à avoir des prix, le jeu commence à s'exporter, on fait des traductions en italien, polonais, un truc, voilà. Donc, c'est notre devoir d'éditeur que toutes les embûches que tu peux avoir sur le chemin du succès pour le jeu soit effacé, soit retiré. Donc si un truc gêne, à un moment donné, on le prend sur nous et on dit, voilà, mince, on change de truc. Et moi, ça m'enquiquine parce que c'était un choix en monde éditorial de dire l'esclavage, il est dans cette thématique-là, tu vois. Pourquoi l'enlever? Ça m'ennuyait, tu vois, de l'enlever. Puis à un moment, tu dis, il faut pas. Ce jeu, c'est ton bébé. Imagine ton gosse, tu vois, et ton gosse, il t'enquiquine parce qu'il a envie d'apprendre à marcher et aller toucher ta chaîne stéréo. Ton gamin, il faut qu'il apprenne à marcher quand même, tu vois. Donc tu t'arranges comme il faut. Soit tu te dis, bon, bah, la chaîne stéréo, elle risque de prendre. Voilà. Soit tu dis, bah, je l'enlève et il va pouvoir apprendre à marcher vers un autre objectif. C'est ça. À un moment donné, voilà, ton jeu, il est sur la route du. Voilà. D'accord. Il ne faut pas l'empêcher de. Alors, ça devient des fakirs dans la version américaine. Est-ce que, dans la version française aussi, par défaut, du coup, ça va être uniformisé de cette façon-là. Donc du coup, ça va râler sur ceux qui ont acheté la première version et qui vont vouloir la deuxième version. Il va falloir arrête, la première elle va être collector. La version politiquement incorrecte, elle est super méga collector. Gardez-la. On aura en plus on va faire un deal avec le Board Game Geek parce que c'est eux qui sont embêtés. Donc, et ceux qui ont proposé l'idée, donc ils vont avoir des petits decks de remplacement de fakir. D'accord. Si tu veux remplacer tes esclaves, tu achèteras sur le geek un petit deck de fakir. Cool. D'accord. Et voilà. Mais je pense qu'en France, honnêtement, moi j'ai regardé les réactions qui étaient plutôt sympas avec nous, qui dire non, les esclaves, il n'y a pas. C'est pas qu'on est esclavagiste en France, hein, mais bon, on connaît. Et je pense qu'on a notre histoire sur l'esclavage est plus ancienne que l'histoire américaine et on a fait notre travail de mémoire peut-être un peu plus à chaud. Voilà, pour eux, je pense qu'ils n'ont pas encore fait leur travail de mémoire comme nous, de devoir de mémoire comme on a fait nous. Quoi, tu vois, j'ai monsieur JM Guiche sur le chat en live qui dit à ce moment-là, à la place des esclaves, il aurait fallu mettre des travailleurs pauvres aux USA, ça les choque pas, ça les travailleurs pauvres. Ouais, c'est ça, on aurait pu mettre des mecs qui vont pointer à la. On aurait pu mettre travailleurs pauvres. Bon, en tout cas, ça c'est pour Five Tribes. Alors Bruno Catala n'est pas là, mais j'imagine que lui est ravi. Lui aux anges. L'après Five Tribes, déjà un projet pour Days of Wonder? Alors ouais, on a pas mal de trucs en cours et dont certains sont visibles sur le salon. Donc s'il y a des gens qui regardent la télé depuis leur hôtel à Cannes, sur leur smartphone, il faut venir sur notre stand. Déjà on a l'extension de Five Tribes, donc qui va sortir a priori avant cet été. D'accord. On va essayer de viser Paris ludique si tout se passe bien. Ouais, sympa. Donc il sera une nouvelle extension, ça sera un demi-format de boîte. D'accord. Qui va rajouter une 6e tribu. Ok. La tribu des artisans, donc une nouvelle possibilité. Et voilà, les artisans, tu sais, ils vivent dans la montagne, ils fabriquent des objets magiques très puissants. Ah super. Voilà. Et donc le plateau s'agrandit. Voilà, le plateau s'agrandit un petit peu. Il y a une zone de montagne centrale qui fait que les déplacements sont un peu plus compliqués dans cet endroit-là. Il va y avoir des nouveaux jeans. Il y a des nouveaux jeans. Donc il y a Gin Tonic et Gin Fizz. Et Gin Cana. On en a pris des vrais noms de jeans. Mais ouais, il y a des jeans qui vont fonctionner avec des artisans notamment. Ouais. Voilà, donc Five Tribes, l'avenir proche c'est ça. D'accord. Et après il y aura sûrement d'autres développemps si ça continue. Si ça mérite. Et le prochain jeu? Et on a le prochain jeu qui est un jeu qu'on a trouvé au concours de Boulogne, créateur de Boulogne. Donc, un jeu de François Gandon. C'est son premier jeu édité, qui va être édité, parce qu'il n'est pas édité. Et c'est un des 4 jeux, si tu veux, qui avait eu le prix de Boulogne. Donc c'est un jeu de construction de ville.
dans lequel chacun construit sa petite ville. Donc c'est un petit look and feel d'un SimCity. Ok. Et tu scores ta ville à la fin en fonction de la position de tes immeubles par rapport à tes parcs, des usines par rapport à tes commerces, comment tes ports sont situés sur le plateau, comment tu articules les services publics dans ta ville. Donc tu as une vraie petite gestion de ta ville. C'est-à-dire qu'à la fin, tu es heureux d'avoir construit la ville. De toute façon, tu as construit ta ville. Fait ta ville à ton image. Tu fais peut-être, plutôt tu fais Le Havre, plutôt tu fais le Kremlin-Bicêtre, plutôt tu fais Marseille, tu vois. D'accord. Tu fais ta ville. Et tu as un petit système très intelligent de prise. C'est-à-dire que les tuiles de ta ville sont sur un plateau commun et tu as un système d'architecte qui permet de prendre les tuiles et de les placer sur ton plateau qui est très très malin. Très malin et tout le sel du jeu est dans ce petit système de avec quel architecte je vais prendre ma tuile et du coup comment je la place sur mon plateau. Donc c'est vraiment de la planification, programmation de ville. C'est un jeu d'urbanisme quoi, tu vois, tu feras vraiment le maire dans ta ville et de faire l'urbaniste. Bon, quand est-ce qu'on a le droit d'en parler sur Trick Track? On va le faire, à un moment donné on va venir, tu vois, jouer avec vous et puis on va essayer de préparer un peu d'articles pour vous expliquer comment on a trouvé le jeu, tu vois, faire un peu intervenir François l'auteur justement, comment il a créé tout ça et on va en parler un peu parce que c'est un jeu qui a une histoire assez intéressante je pense. Alors c'est rigolo, est-ce que tu sens la même chose? On a l'impression que alors c'est peut-être pas le nouveau thème comme ça, il y a pu y avoir steampunk, les zombies, etc. Mais le SimCity, la construction, alors il y a eu Suburbia et il y en a eu d'autres, je ne les ai pas tous en tête. Ça fait pas forcément peur de se dire bon bah tiens un de plus, non il a suffisamment de particularités, une fois encore il a suffisamment. Alors non parce que je pense qu'en fait finalement la thématique c'est pas trop un souci, c'est tu regardes, nous on a eu peur quand on a sorti Five Tribes parce qu'on s'est rendu compte qu'on sortait genre 6 mois après Istanbul. Oui. On s'est dit mince quoi, tu vois, raté quoi. Et voilà en fait les jeux mécaniquement sont suffisamment différents, les éditeurs sont suffisamment différents. Et donc ça pose pas de problème quoi, tu vois. Et je pense que nous ce qu'on aime dans ce thème de la ville c'est que c'est un thème que les gens comprennent très facilement. C'est-à-dire que je te mets un parc près d'un immeuble, tu sais que ça va faire un truc, tu vois. Tu comprends que voilà. L'usine à côté de ma maison, c'est pas cool. Voilà, exactement. Donc c'est un thème. Et en plus, on peut construire, tu peux faire n'importe quoi, tu peux mettre des aéroports, des bidules, des centrales nucléaires, tu vois. Donc du coup, c'est super marrant comme thème. Je veux essayer. Tu imagines le truc et ça part dans toutes les directions, tu vois. Donc c'est un thème qui est assez universel pour moi. Et regarde, en jeu vidéo, c'est un thème qui a été exploité des années et qui reste actuel. Et malgré tout à fait. C'est jamais passé de mode. Non, jamais. C'est un thème c'est pas un thème qui est indémodable. Il est passé en jeu gratuit sur tablette, ça veut dire que quoi qu'il en soit, il y a du développement derrière. Mais c'est totalement, ça va passer de génération. Oui, c'est universel. Et puis je pense qu'il y a pas, j'ai pas trop peur par rapport à ça quoi. Je préfère ça parce que ça a un sens par rapport au jeu plutôt qu'aller chercher un thème, tu vois, qui a pas de sens. Celui-là, parce que je veux être original, mais sera tiré par la peine. D'accord. Bon, alors avant de poser quelques questions à Adrien, le joueur, on va repartir plutôt. Alors une fois encore, c'est peut-être un peu curieux, mais malgré tout, il y a eu un rachat. Comment ça se passe? Non, ça se passe super bien. Depuis, voilà, des nouvelles, dis-nous. Non, ça se passe super bien. Alors, au début, on disait un petit peu dans la communication, rien ne va changer. Alors si, les choses changent un petit peu, quoi. On ne bosse pas forcément exactement de la même manière qu'avant. Il y a des grands changements, c'est que les deux personnes historiques de la boîte sont parties. Donc Eric Odmont, qui était un peu le PDG, le visage de la boîte, autant pour moi, est parti. Donc il est plus dans la société. Il va faire autre chose qu'il a envie de faire. Et il y a une autre personne qui s'appelait Mark Kaufman, qui est aussi un des fondateurs, qui lui aussi arrête. Et il a une centaine d'années, donc il va prendre sa retraite bien méritée, tu vois. Et donc c'est cool pour lui. Donc là, des personnes assez importantes, si tu veux, dans l'ancien fonctionnement de la boîte, qui sont parties. Donc ça fait, nous ça nous fait genre un trou, parce qu'on les aime bien. Je veux bien le croire. Ce qui fait que quelque part, on va, maintenant qu'on est intégré dans Asmodée, on va un peu, si tu veux, déléguer à Asmodée certaines activités. D'accord. Des activités très transverses, comme la partie commerciale, certains aspects marketing, certains aspects de gestion, de choses comme ça. Et nous, on va essayer de se concentrer sur un métier véritable d'éditeur. C'est-à-dire maintenant, toute la partie vente, elle est gérée par cette entité qui est Asmodée de manière internationale. Asmodée est présent ou via leurs partenaires dans tous les pays. D'accord. Et donc nous, on va se concentrer justement sur beaucoup plus de développement. Donc moi qui faisais un peu de développement et de sourcing, comme on dit, le terme technique pour dire aller jouer au proto et s'amuser avec les auteurs, c'est le sourcing. Quand on vous dit sourcing, en fait, c'est dire aller jouer on va jouer. C'est ça. Et donc voilà, je vais faire beaucoup plus de ça. Je vais passer beaucoup plus de temps à développer, à bosser avec Alan, par exemple, sur Aventure et du Rail et un peu comment on va faire évoluer la gamme. La même chose avec Philippe sur Small World. On ne veut pas lâcher Mémoire 44. J'allais te poser la question, il va y avoir de l'actualité. En tout cas, Mémoire 44 ne s'arrête pas. Non, c'est possible que si on soit un peu...
cette période de transition fait qu'on a une petite pause un peu en termes de développement. Et quelque part, ce jeu qu'on a trouvé donc avec de François Aboulon, on a eu de la chance, on l'a trouvé tout de suite après le changement, donc très vite on a pu l'éditer. Voilà, mais derrière, on est en train de chacun de retrouver un peu sa place et moi de prendre plus d'ampleur sur la partie développement. Donc ça va prendre un peu de temps pour arriver avec peut-être une nouvelle extension Aventurier du Rail ou une nouvelle boîte ou une nouvelle version Small Lore. Enfin voilà, donc il y a des choses. Ça prendra le temps qu'il faut, voilà, mais on est en train de définir. Voilà, en train de définir ce qu'on va faire sur les 12 mois, 24, 36 mois à venir, tu vois, on est en train de prendre une forme, on cisèle. On cisèle et puis tout bêtement, tu vois, par exemple, un truc qui est très important, c'est que le marché américain, pour nous, et je pense que beaucoup d'éditeurs, est devenu extrêmement important. Oui. Donc je veux dire, sur le marché américain, il faut l'écouter en permanence. Et même de la France, il faut être à l'écoute totale de ce que te demande le marché américain, ce que demandent les joueurs américains. Avec le risque que ce marché-là finisse par faire paraître complètement rien le marché français? Non, parce que le marché français, pour nous, est le premier marché européen, par exemple. Oui. Tu vois, donc il ne faut absolument pas l'abandonner. D'accord. Même l'Allemagne reste assez fort. Je ne veux pas être chauvin, hein, c'était une vraie question. Non, mais tu as raison, le marché français se porte très bien. Et on a des marchés émergents qui sont très intéressants. La Pologne est en train de très bien fonctionner. L'Angleterre, qui a toujours été un peu à la traîne, si tu veux, par rapport à l'Allemagne et la France, est en train de monter aussi très fort. L'Italie, pareil, ça se passe très très bien. Ah, ouais. Les pays scandinaves, ça se passe très bien. Et tu sais quel pays où on vend le plus d'aventuriers du rail par habitant? En Suède? Non. Non, dis voir. L'Islande. En Islande? Ouais. Parce qu'il y a 300 000 habitants. En proportion, c'est là-bas qu'il y a le plus d'aventuriers du rail par habitant. Bon, c'est en Islande, on l'apprendra. Juste encore deux dernières petites questions. Et là, malheureusement, on arrive au bout du temps alors qu'il y avait plein de trucs à… Bon, bref, peu importe, c'est pas grave, tu reviendras. La première chose, c'est il y avait Days of Wonder US, Days of Wonder Europe, on va dire. Asmodée s'est implanté aux États-Unis avec le rachat. Est-ce que ça veut dire que du coup, Days of Wonder… Alors, la question est nulle parce que non, Days of Wonder France n'a pas été absorbé, donc il n'y a pas de raison que Days of Wonder US le soit aussi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'une complète double entité? Alors, comment est-ce que ça va se faire? Déjà, il n'y avait pas vraiment Days of Wonder France et US. Il y avait deux boîtes pour des raisons juridiques, études de facturation, de choses comme ça, légales quelque part. Mais on a toujours été une seule boîte, c'est-à-dire que nous, on est en permanence. Alors, ce qui faisait qu'effectivement, on travaillait tard le soir parce qu'on était au téléphone avec les US, tu vois. Ouais. Mais il y a eu toujours une communication très importante et la volonté aussi de quand on développait un projet qui soit compatible avec tout. Voilà, avec tout. Le fait que Asmodée rentre à ce niveau-là, ça ne remet rien en cause par rapport aux États-Unis. Après, voilà, l'évolution, la problématique du groupe Asmodée. Ouais. Voilà, c'est que Asmodée est un groupe qui évolue beaucoup et c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de choses qui se passent partout, quoi. Donc tu vois, FFG est rentré dans le jeu aussi, tu vois. Ça va se passer, quoi. Il y a un mec qui râle là-bas, mais attends, on finit un petit peu parce que nous c'est intéressant. Bon allez, pas toi. Je pose à Adrien la dernière question. La série numéro 12 des figurines Lego, c'est bon? Alors je crois que la 12 c'est bon, mais je crois qu'il faut que je chope la 13. C'est avec le hot dog, je sais plus lequel c'est ça, avec le hot dog. Celle-là il me la faut et je l'ai toujours pas, il me la faut, quoi. Elle est super. Allez, c'était la dernière question, la perso Adrien Martineau. Vraiment super, merci beaucoup. À toi. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir prendre un petit peu le temps de discuter avec toi. Merci à vous de l'avoir suivi. On dit rendez-vous bientôt pour toute la suite du Days of Wonder. On va venir vous voir. Ah ouais, là il y a besoin, je crois. Et puis pour vous, Days of Wonder, c'est à vous de jouer. Salut!